est organisé avec la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de la ville d'El-Jadida, avec le partenariat d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'ARGES, que vous connaissez parfaitement bien, et la dynamique équipe de recherche du projet dit Ibn Khaldoun, financé par le CNTRS, le Centre national de recherche scientifique et technique, autour du directeur du management, du managérial, le professeur Mustafa Zahri depuis 2020. À ce titre, ce congrès international va vous restituer l'avancement des travaux de recherche et de réflexion des différents professeurs, chercheurs, des différentes universités du Maroc et de l'Europe qui ont participé à ce type de projet. L'auditoire de ce congrès est composé essentiellement de professeurs-chercheurs et des étudiants ici présents, des masters et des doctorants en cours et qui peuvent débattre, se poser un certain nombre de questions après les exposés des professeurs-chercheurs, en se posant plus de questions que de réponses, plus d'impressions que de certitudes de l'université, plus d'objections et à la critique sans aucune réserve, et plus d'objectivité incertaine qu'une subjectivité certaine. Ce qui est extrêmement important car dans l'université, il y a des doutes, des créances douteuses, personne n'a raison, ni les professeurs, ni les étudiants, on évolue avec nos erreurs. Ce congrès va vous permettre, c'est très important, d'abord de vous auto-évaluer méthodologiquement par rapport à l'épistémie générale, de vous auto-corriger pédagogiquement par rapport aux équipes de recherche chevronnées, confirmées de nos seigneurs, de s'auto-situer professionnellement par rapport aux démarches, des pratiques, qui ne sont pas des théories, que l'on appelle les bonnes gouvernances, et enfin de s'auto-confirmer disciplinairement par rapport à la haute voltige des théories confirmées, généralisées par des modes de réflexion. Le congrès international comme celui-ci est un festival spectaculaire d'idées, un plaisir de partager avec vous le savoir, la culture, et dans les nouvelles sociétés de connaissances et les nouvelles sociétés numériques. Comme le disait un philosophe sociologue qui vient de mourir, que nous avons perdu, qui s'appelle Michel Serres, disait qu'un congrès, ce n'est pas un échange commercial, et il donne l'exemple, je cite, prenez un pain dans un boulanger, vous donnez de l'argent, il vous donne le pain et vous avez fait l'échange. Par contre, fin de citation, par contre, le congrès est un échange extrêmement important, d'échange culturel et de partage, où les professeurs vous donneront l'ensemble des activités et des réflexions avancées. Ils n'ont rien perdu dans la culture, ils vous ont enrichi. C'est ce qu'on appelle le partage de la culture. Ça sera d'abord pour vous, et vous retransmettez ça aux autres générations. À ce titre, il reste encore une chose, un autre type de partage qui va se faire en feu d'artifice, c'est celle de vous présenter les officiels qui vont vous encourager, qui est un partage extrêmement important, la reconnaissance des travaux, l'encouragement, une caresse mentale qui est très importante, qui vous permet, qui vous donne de la force, qui donne de la reconnaissance et qui donne de l'encouragement, d'abord à vous et le Maroc entier. Et je commencerai par la liste du type officiel avec le protocole diplomatique ou administratif. D'abord, M. Esdin Azim, qui est le président de l'université du Chouaib de Khalid, à vous la parole, gérez votre temps, parce que nous sommes serrés, donc pour 10 minutes, pas plus. Les institutions et les États ont un droit, les États de droit, mais il y a un passe-droit avec le favoritisme, le clientélisme et surtout la corruption. Et il y a des talents sportifs extraordinaires au niveau mondial qui se réintègrent et qui jouent. Et vous allez le voir, tous les pays africains,
les talents sportifs représentent 100% des binationaux des bicontinentaux. Et nous allons voir sur les deux côtés, le côté sportif spectaculaire et le côté unitaire. Il y a une lutte derrière les institutions qui se cachent, qui se transforment en lutte des places. Je vais essayer d'aller un peu vite. Alors, l'introduction de cette thèse, donc en une minute, je vais essayer de faire ça, mais peut-être que je ne respecterai pas le programme tel que vous avez vu, c'est-à-dire le talent sportif, la gloire sportive, sans pouvoir dans un pays où les institutions ne donnent pas la possibilité de voter, d'être éligible, alors que la constitution marocaine, l'article 17, avec le roi qui nous confirme, nous donne cette possibilité de voter, et les partis politiques qui ont peur de leur territoire, le champ perd de territoire, une meute, une horde qui défend. Et on se retrouve des gens qui vivent à l'extérieur avec une autre nationalité, avec leurs enfants qui s'abritent, mais qui ne peuvent pas intégrer les institutions marocaines qui sont remplacées par des nouveaux études. Et vous allez voir la partie, la totalité des études sont faites par des bureaux d'études. On se demande pourquoi il y a des gouvernements. On se demande pourquoi il y a des bureaux des directeurs. À quoi ils servent? Je vous le démontre, chiffres à l'appui. D'accord? Chiffres à l'appui. Et donc l'Afrique, derrière tout ça, il y a une lutte. Au lieu de bénéficier de l'apport d'un certain nombre de Marocains et de pays qui ont participé à la Coupe du Monde, et ces pays, on se retrouve dans la même situation qui est infernale. Et le Maroc se prive de ses intelligences. C'est un problème important. Voilà. Alors, soit quand on ne participe pas dans un pays, ça signifie, un, il y a un absentéisme, deux, vous êtes marginalisé, et trois, vous ne vous sentez pas de ce type de pays parce que vous êtes un sous-citoyen. Et c'est ça la problématique aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de l'Europe. Alors, ce projet de Ben Khaldoun nous a donné cette possibilité de comparer l'Afrique de l'Ouest, plus ou moins 7 pays. Il y a en principe, il y en a 5 qui participent au mondial, mais il y en a 2 qui n'ont pas été au 18, comme l'Égypte et le Niger n'ont pas été dans la première vague. Mais en 2022, il y a d'autres, ce qui fait qu'il y a, j'ai pris 7 pays. D'accord, subsahariens. Alors il y a 2 discours de Sa Majesté qui sont fondateurs, qui anticipent les événements et qui demandent aux partis politiques depuis presque 2 ans de régulariser cette situation. Le premier, c'est celui du 6 novembre 2022 et le 20 août de 2024. Et dans ce discours, la réforme, il demande la reconfiguration, ou en termes économiques, la restructuration des institutions avec 2 piliers. D'abord, il faudrait revoir le Conseil de la communauté marocaine qu'on appelle le CSCM, qui a un rôle déterminant, mais comment dire, consultatif, où il y a pas Marocains de l'extérieur. Ils sont tous des partis politiques qui ont remplacé les places et qui veulent raisonner à la place des autres. C'est impensable. Mais depuis 2006, 2005, le discours de 2006, il y a eu cette institution, elle n'a rien donné, elle ne répond pas aux aspirations du Marocain, et même dans le texte fondateur, il doit aller au Parlement 2 fois par an pour dire un peu leur bilan. Ça ne se fait pas. Ils ne respectent même pas les textes. Et finalement, on a fait autre chose. Et la deuxième institution que Sa Majesté demande, sur laquelle il a demandé à des partis politiques de réfléchir sur cette configuration, comment les réintégrer dans les institutions politiques et dans un partenariat de type économique. Alors, cette institution, ça fait dans 2 ans, aucun parti politique ne réagit. Alors, c'est quand même bizarre. Le roi vous donne un discours fondateur, aucun parti ne réagit. On a compris que les partis politiques ont peur de leur place et par conséquent ils ne font rien. Donc
marocains de l'étranger, les RME, et surtout les binationaux, les bicontinentaux, commencent à réagir en demandant « nous avons un droit civique, politique, constitutionnel dont on ne peut pas s'en passer, car nos enfants peuvent participer. Sinon, ils s'intègrent dans les pays européens. Nous avons beaucoup de ministres dans les pays européens, nous avons des maires, nous avons au Canada, ou en Belgique, etc. Ce sont donc des Marocains extrêmement importants qui auraient pu en bénéficier au Maroc. Oh, ok. Donc la synthèse, il y a les 7 pays. C'est que ce discours doit renforcer les liens entre les MDM marocains du monde avec une stratégie d'ordre économique et politique, et Sa Majesté les appelle. Il appelle à un renforcement des liens entre les MDM et leur pays d'origine aux institutions et constitutionnelles. Deuxième chose, il demande à ce qu'il y ait la facilité de la participation au développement économique et aux institutions politiques à caractère électif. Personne ne le fait. Et même tous les partis politiques, hein, je mets tout, ce qui fait que maintenant les Marocains, les sous-citoyens marocains travaillent eux-mêmes à partir de l'étranger. Lorsqu'il y a des élections, leur poser la question, ils disent « Ah, on ne peut pas les faire participer, il n'y a rien éligible, parce qu'au niveau technique, dans les ambassades, ça ne peut pas se faire. » D'accord, on est étonné. Mais alors, quand il y a eu le référendum, qui est une prérogative royale, à ce moment-là, ça se fait bien, parfaitement bien, et les Marocains ont participé à 99% pour le référendum. Alors là, il y a eu des problèmes techniques. Cela pose effectivement des problèmes au niveau de... Et, bon, je ne suis même pas là-bas, c'est vrai. Alors, le problème de la place des structures, d'ici 1926, et cette initiative, donc DMDM, en tant qu'acteur clé du développement, d'abord du sport, grâce à l'image, je dirais, internationale du Maroc pour les nouvelles sociétés ludico-sportives et les talents sportifs du sport collectif des MDM. Bien, j'y vais très vite, monsieur. Donc ça, je risque même, c'est pas la peine, ce sont les objectifs. Hop. Il y a un logiciel de la gouvernance des partis politiques, celui de l'Afrique de l'Ouest, qui sont périmés. Les cadres aujourd'hui marocains sont des herbivores face à la mondialisation qui cache tout, qui détruit tout, rien ne lui est sacré. Ou ils s'attaquent, ou ils sont biodégradables. La deuxième chose qui me semble importante, ils s'embrassent avec carnivores. Et ces carnivores, ce sont donc les bicontinentaux, les bicontinentaux, avec des talents extraordinaires d'extrapatriés que l'on appelle les binationaux. Et le Maroc, donc, une classe militaire, des niveaux de compétition mondiale, européenne, dérange forcément les partis politiques, dont certains ont déposé des propositions de loi pour leur interdire, sinon d'être exclus de la gouvernance des postes ministériels, et je pense même la proposition de loi, parce qu'il est dans l'opposition du PJD, qu'il a déposé pour dire non. Vous participez au sport, vous nous ramenez votre argent, vous n'êtes que des portefeuilles, parce que vous ramenez le budget de l'État. Le budget de l'État est à peu près de 140 millions, nous avons 140 milliards, je le répète, d'argent, de devises qui rentrent dans le cadre marocain, et vous n'avez pas de poste de représentant de l'étranger dans le Parlement. C'est une hérésie juridique, dans des États qui s'appellent modernes. Et là, il y a une ordre de territoire anticonstitutionnel où chaque territoire, chacun a son territoire idéologique. C'est le peuple qui choisit ses élus à travers la démocratie pour tous et pour tous les partis politiques, mais la méritocratie est pour chacun des binationaux, des carnivores plutôt que des herbivores. Alors, quand on regarde les Marocains, ils sont absolument extraordinaires, ils ont donné une image excellente, même au niveau des études. Donc, au niveau des études, sur la France, vous avez vu ici les concours des grandes écoles. La première marocaine au niveau mondial, c'est le Maroc, 6110
Ça fait 21%. Regardez les autres pays, je n'ai pas le temps de les faire. La Chine, 9, le Cameroun, la Tunisie. Quand on regarde, mieux, l'école polytechnique. Regardez, il y a 60 postes, les Marocains en ont pris 40, ça veut dire 68%, et ils l'ont refait en 1922. Et ils l'ont refait en 1922 avec 36%, et en 1921, ils étaient. Alors vous imaginez.